Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le 28 juillet 2023, il est 10h en France et 17h au Japon et nous sommes ensemble comme tous les vendredis 10h midi pour un nouveau numéro de Soft Power, la meilleure matinale pop culture de l'internet mondial, à l'exception de toutes les autres évidemment, matinale durant laquelle on revient sur l'actualité de la semaine passée mais sous l'angle des conditions de production, de diffusion, de réception de toutes ces œuvres culturelles. Comprenez que l'émission, c'est un tiers de grosses œuvres qui tâchent, un tiers de gros cerveaux, un tiers de blagues que de toute façon personne ne comprend. Et le tout, bien sûr, vous en avez l'habitude puisque c'est déjà la 23e, sur fond de musique, d'animé, histoire qu'on puisse connaître et reconnaître à l'oreille ces compositeurs et compositrices encore bien peu connus du grand public, même si ici on commence à être un petit peu des experts et des expertes de la question. Cette semaine, les gens, dans Soft Power, une émission spéciale phénomène, puisque beaucoup ont pris place ces derniers jours. On s'intéressera évidemment, difficile de passer à côté au phénomène un petit peu inattendu quand même, Barbenheimer, qui a décidé à lui seul de donner le la des entrées en salle de cinéma cet été à travers le monde. Enfin, presque, on verra ça. On reviendra aussi sur le phénomène Jason Aldean, le célèbre chanteur de country américain même, qui a tout simplement cassé Internet avec son titre Try That in a Small Town, dont le titre devrait déjà vous indiquer qu'on va gentiment descendre en enfer tous ensemble. On passera aussi par le phénomène Twitter, ou devrais-je dire la fin de Twitter, désormais devenu X, qui nous en dit un petit peu quand même sur l'imaginaire culturel d'Elon Musk. On parlera du phénomène Pixel War 2023 que je vous teasais la semaine dernière. On fera un petit tour du côté de chez Disney, les gens, et du mystérieux coffret DVD de la série WandaVision. On tournera aussi en spirale du côté de l'animation japonaise avec un premier extrait de Uzumaki, l'adaptation du manga du maître Junji Ito. On ira prendre bien sûr des nouvelles de la santé, de la grande messe de la bande dessinée américaine, la Comic Con de San Diego, à une période un petit peu compliquée, vous le savez, où tout le monde s'est désengagé du salon à l'heure d'une grève historique à Hollywood. Mais d'abord et avant tout, vous allez me faire le plaisir de vite enfiler vos bottes antigravité, d'enlever la sécurité de vos pistolets laser, de vous relire l'intégrale de Dune au moins 4 fois et de réviser vos mythologies, puisqu'il va falloir m'accompagner des siècles en avant avec la bande-annonce de la semaine. Profitez les gens, profitez de cette magnifique bande-annonce qui se fera dans 100% des cas traqués pour la VOD YouTube, comme à chaque fois que je diffuse une bande-annonce d'un film indien. A fortiori que cette semaine, c'est bien de la bande-annonce du film le plus cher de l'histoire du cinéma indien qu'il s'agit, pour présenter Kalki 2898 AD, le blockbuster ultime du Bharata, un projet pharaonique de 75 millions de dollars devant RRR, devant Adipoluche dont on avait parlé ici il y a quelques semaines, et plus du double de Patan dont on avait aussi parlé dans les premiers numéros de Soft Power. Kalki 2898 AD, donc un film écrit et réalisé par Nag Ashwin, principalement connu pour Mahanati, un biopic sur l'actrice Nisankara Savitri, extrêmement populaire dans l'Inde des années 50, et réalisateur principalement connu aussi du fait que ses films sont en langue telugu, notamment parlés dans les états d'Andhra Pradesh et de Telangana, et ça aura son importance, je vous en reparle tout de suite. Le film, vous l'aurez compris, avec ses millions et ses millions de roupies indiennes au compteur, se permet un casting juste invraisemblable, avec en tête d'affiche Prabhas, le monstre du cinéma de Tollywood, le cinéma en langue telugu, que le pays avait vu exploser avec Bahubali 2, toujours aujourd'hui le deuxième plus grand succès du pays, tout simplement, la classe. Aux côtés de Prabhas, on retrouve Deepika Padukone, la star de Patan, qui majoritairement joue dans des films indie. Tiens, nommée en 2018 l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde selon le Time, c'est pas rien, et c'est aussi grâce à son extraordinaire popularité en Inde que vous avez peut-être pu la découvrir récemment en égérie Dior et en égérie Cartier. Et à leur côté, on retrouvera Amitabh Bachchan, immense star lui aussi avec ses 50 ans de carrière et ses 200 films, parfois surnommé l'acteur du siècle du cinéma de Bollywood. Si on disait de Soft Power qu'il était le podcast du siècle, je pense que j'en serais plutôt satisfait, oui.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je passe sur le reste du casting, puisque nom inconnu, de toute façon, il n'y a pas. Si vous êtes amateur de cinéma indien, vous connaissez sans doute Kamal Haasan, qui a été tellement primé qu'il doit avoir du mal à trouver de la place pour s'asseoir chez lui. On retrouve aussi Disha Patani, on retrouve aussi Pasupati. Bref, des sous pour des acteurs et des actrices qui ont des sous, dans une volonté de taper très fort pour un film qui ne peut pas échouer au box-office. Kalki 2898 AD nous racontera, une fois n'est pas coutume, puisque de la science-fiction à ce niveau de budget en Inde, c'est aussi historique, l'aventure d'un avatar du dieu Vishnu descendu sur Terre pour combattre les forces du mal. Attendez, j'ai dû me tromper, c'est le scénario d'Adipoulouche, ça. Ah bah non, on me dit dans l'oreillette que j'ai pas, que c'est bien le synopsis de Kalki 2898 AD. D'accord, très bien. Sauf que cette fois, exit l'esthétique des terres du milieu d'Adipoulouche. C'est dans une ambiance, comme vous avez pu le découvrir dans la bande-annonce, post-apo, high-tech et SF que le film nous plongera, ce qui est très loin d'être pour me déplaire. D'autant plus, comme je le disais, que c'est une rareté pour le cinéma indien, ce qui a poussé de nombreuses entreprises à faire leur devoir pour travailler une esthétique SF, comprenez à se laisser imprégner par de la production internationale, qu'on peut reconnaître facilement à la vision de cette bande-annonce. Vous avez dit Dune et Blade Runner, j'ai dit Dune et Blade Runner, évidemment. Même si elles s'en sont laissées imprégner, elles semblent quand même l'avoir fait sans trop dénaturer la patine habituelle des films de Bollywood et de Tollywood, dans le choix des teintes, du cadre, de sa mythologie bien sûr, ou encore de la suriconisation de ses protagonistes, ce qui donne un surprenant mélange assez vivifiant, je dois dire, et d'autant plus réussi que le réalisateur Nagashwin a poussé la production à s'orienter vers le plus d'effets pratiques possible. Résultat, des tonnes de véhicules futuristes construits en dur avec l'aide de la société Mahindra & Mahindra, et tout un décor futuriste fait main bâti à Alamodi Film City, ce qui fait tout de suite un petit peu plus crédible et un petit peu plus préhensible que ce à quoi on avait eu le droit pour Adipoulouche, qui avait plus de fond vert que le moindre streamer gaming Twitch. Mélange qu'on retrouve jusque dans la bande originale du film, mélange d'épique, d'orchestral et de musique traditionnelle indienne sous la plume de Santosh Narayanan. Et vous l'aurez compris, si je vous parle de ce film aujourd'hui, au-delà du fait que je suis ultra chaud pour le voir et que c'est un énorme rouleau compresseur absolu du cinéma indien, c'est avant tout pour son étonnante multiculturalité, mais pas forcément dans le rapport Inde-Occident, parce que s'il y a bien une chose dont Kalki 2898 est bien le nom, c'est d'une forme d'unification rampante des identité multiculturelle indienne. Petit flashback pour bien comprendre de quoi je parle. Retour en 2015. Dans les salles indiennes sort La légende de Bahubali, première partie, réalisée par S.S. Rajamouli, à une époque où les industries cinématographiques indiennes sont encore très cloisonnées et quasiment entièrement dédiées à certaines communautés linguistiques. La légende de Bahubali fait l'effet d'une bombe en proposant un blockbuster très coûteux et diffusé à grande échelle, en se voyant doublé en hindi, en malayalam, en Kannada, en Odia ou encore en Bengali, permettant au film d'exploser des records de premier jour, et ce, dans tout le pays, ce qui a produit tout un gigantesque appel d'air pour d'autres films multilingues qui se sont rapidement engouffrés dans la brèche d'un public de plus en plus prêt à accepter des œuvres tournées dans d'autres langues, comme KFG Chapter 1, comme RRR, autant de films à succès qui ont travaillé à entériner ce large mouvement. À plus forte raison, qu'en parallèle s'est développé à grande vitesse le marché des plateformes OTT, vous savez, ces plateformes de diffusion de contenu audiovisuel sur Internet qui ne passent pas par des opérateurs traditionnels de télévision ou de télécommunications comme Netflix, comme Amazon Prime, mais surtout comme Hotstar, avec ses centaines de millions d'utilisateurs actifs par mois. Ces plateformes amenant progressivement les barrières linguistiques à tomber les unes après les autres, mais aussi à faire circuler tous ces acteurs et toutes ces actrices, d'où le fait de retrouver à la tête de cet immense nouveau blockbuster et Prabhas et Deepika Padukone, respectivement stars du cinéma telugu et du star du cinéma hindi, mais aussi d'où le fait de pouvoir désormais injecter des budgets faramineux pour des films qui ont désormais un terrain d'exploitation national complet, voire international, comme en a témoigné récemment l'important succès de RRR. Et les gens, pour terminer cette news, ce Kalki 2898 AD est le prototype parfait de ce nouveau genre de projet indien, pinacle du soft power d'un cinéma qui ne serait plus ni Bollywood, ni Tollywood, ni Collywood, mais un cinéma indien, massivement indien, à visée nationale et internationale, comme en témoigne le fait que ce teaser que je vous ai montré, et ça c'est la cerise sur le gâteau, a été révélé à la Comic-Con de San Diego, ce qui en plus d'être une première historique, est un très clair révélateur des ambitions du projet. Kalki 2898
98 AD, un projet d'histoire futuriste qui montre peut-être déjà un peu le futur du cinéma indien. Ce sera le 12 janvier 2024 en Inde, et si on ne connaît pas encore la date de sortie française, il semble déjà joué d'avance qu'il ne faudra pas patienter très longtemps pour voyager nous aussi dans le temps. Une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu de bande dessinée, puisque du 20 au 23 juillet dernier s'est tenue la grande messe pop culture historique des États-Unis, la San Diego Comic Con International, plus souvent abrégée en Comic Con, ce grand festival originellement de bande dessinée, fondé en 1970, originellement, puisque vous le savez, désormais ce festival annuel s'est ouvert à la pop culture au sens large, cinéma, séries télévisées, animés, mangas ou encore aux cartes à jouer. Il est même devenu au début des années 2000 un lieu de prédilection du tout Hollywood, ça c'est pour être gentil, un lieu préempté du tout Hollywood, ça c'est pour être un petit peu plus précis, pour finalement majoritairement servir de simple relais d'annonces et de panel de discussion autour de futures grandes franchises, du futur des grandes franchises, à commencer par les franchises Marvel qui ont rapidement vu dans la Comic-Con un terreau idéal à leur communication et à leur tournée promotionnelle, sauf que vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir. Tous les regards étaient portés sur la Comic-Con de cette année, dans cet environnement tout à fait particulier de grève historique conjointe aux scénaristes d'Hollywood et aux acteurs et actrices du pays, dont on a parlé ces dernières semaines dans Soft Power, amenant la majorité des grands exposants à simplement annoncer leur retrait de l'événement. Si Paramount Pictures comptait bien venir quand même pour en montrer un petit peu plus de leur Tortue Ninja Mutant Mayhem à quelques semaines de sa sortie, et qu'Amazon aussi avait très envie de lever le voile sur son projet The Boys Gen V et aussi sur la prochaine saison qui a l'air absolument affreuse de La Roue du Temps, Marvel, Disney, Netflix, Sony Pictures, Universal et HBO de mémoire avaient préféré passer leur temps et passer leur tour pour cette édition 2023, dont on a carrément cru un temps par voie de conséquence qu'elle pourrait même être annulée, ce qui aurait été une première pour le salon, en dehors évidemment de l'annulation forcée de 2020 du fait de le Covid. Et vous savez quoi les gens, vous savez quoi? Non seulement la Comic-Con de cette année s'est tenue sans acteurs, sans actrices, avec la majorité des panels annulés ou simplement entravés, comme les panels de Star Trek, mais en plus, elle a tout simplement été un étonnant succès commercial et critique, ce qui a un petit peu surpris tout le monde dans le contexte actuel. Double contexte, je le rappelle, celui de la grève que je viens de vous décrire, bien sûr, mais aussi un large contexte, un large mouvement très similaire au monde du jeu vidéo et au salon de l'E3, où avec la pandémie, beaucoup de producteurs de contenu ont pris conscience de la possibilité et ont travaillé à se construire leur propre petit salon virtuel, leur propre petit E3, leur propre petite Comic-Con personnalisée pour rester plein maître à bord de leur propre communication. On peut penser à l'événement To Doom de Netflix qui a pris de l'ampleur ces dernières années, dont on avait parlé à l'occasion de la diffusion de la bande-annonce de One Piece prévue pour cet été. On peut penser au DC Fandom, on peut penser au regain de puissance du Star Wars Celebration ou même de la journée des investisseurs de Disney. Et oui, c'est vrai, qui est devenue elle aussi une façon de communiquer à part entière. Et malgré ça, c'est encore plus d'une centaine de milliers de visiteurs qui sont venus cette année jeter un coup d'œil à la Comic-Con old school, que beaucoup d'analystes ont décrite comme un retour aux sources, un retour à la célébration de la culture geek plutôt qu'à son hollywoodisation, un retour aux rencontres de fans, à l'attention portée au cosplay, aux petits stands de bande dessinée, aux différents événements et formations présents sur place qui devraient beaucoup vous rappeler Japan Expo, dont on a parlé la semaine dernière dans Soft Power. Mark Millar, l'auteur de Kick-Ass, de The Authority, de Civil War, d'Old Man Logan, j'en passe, aidé aussi bien, a lui-même souligné sur Twitter que, je cite, le fait que les studios ne participent pas à la Comic-Con cette année est en réalité un énorme point positif pour la bande dessinée américaine, avant d'être complété par Kelly Jones, l'auteur de Sandman, pour qui tout cela n'est qu'un juste retour des choses et qui a rappelé, je le cite, nous sommes la force sur laquelle cette industrie de plusieurs milliards de dollars a été construite
une industrie qui ne veut pas nous accepter comme raison de leur succès. Pour Eddie De Angelini, qui avait notamment travaillé sur The Stanley Story en 2010, cette Comic-Con pourrait même être carrément, pour les auteurs et autrices de bande dessinée, l'une des meilleures Comic-Con de son histoire, tant les stands étaient bourrés à craquer et les ventes encore meilleures que l'année dernière. Année dernière, qui, je le rappelle, avait déjà généré 1,2 milliard de dollars pour l'économie locale, dont presque 700 millions de dollars de dépenses directes des participants, et attiré plus d'un demi-million de personnes dans la ville, ce qui en faisait juste l'un des événements de l'année les plus impactants économiquement du pays. Et cette année, puisque la foule habituelle du Hall H, le hall des annonces Hollywood, n'avait nulle part où aller, eh bien elle s'est éparpillée pour assister aux expositions et pour enchaîner les souvenirs dans tous les sens du terme, ce qui n'a pas empêché par ailleurs certains studios de réaliser des annonces sans pour autant phagocyter le salon. Attendez les gens, je prends ma respiration. Vous êtes prêts ? Le dessin animé Invincible s'est offert un teaser pour sa saison 2 chez Amazon Prime. Ça a l'air bien et ça a l'air toujours d'être animé par seulement 2 personnes. The Walking Dead a ajouté un nouveau jeu vidéo à sa liste avec Betrayal, un jeu de survie chez Skybound, ce sera 100 mois. Une série de bandes dessinées croisées d'ici et Legendary, écoutez c'est bien ça les gens, avec en partenariat Toho International, a été présentée pour opposer, c'est incroyable, la Justice League à Godzilla et à Kong. Je crois qu'après ça, on pourra arrêter la pop culture. Mais on a eu aussi droit à une bande-annonce du spin-off Gen.V de The Boys sur Amazon, plus sanglant que jamais. On a eu le droit à de nouveaux plans pour Diablo 4, à des informations sur la sortie du film Borderlands le 9 août 2024. Donc, film qui commence à s'approcher sévèrement de la catastrophe industrielle, tant tout le monde se retire de la production à vitesse grand V. On a eu le droit à une date de sortie pour Adventure Time Fiona and Cake pour le 31 août. On a eu le droit à la date du 8 septembre pour Pokémon Ultimate Journeys aux USA, l'arc final de la saga avec Sacha dont on avait parlé ici. On a eu le droit aussi à du Tortue Ninja Mutant Mayhem avant sa sortie au mois d'août évidemment, et ça a l'air toujours aussi mortel. On a eu le droit à du Harley Quinn saison 4 sortie cette semaine. On a eu le droit à de nouvelles images pour Spider-Man 2 sur PlayStation 5, à une nouvelle bande-annonce pour The Marvels, le film qui a l'air toujours aussi chiant, il n'y a rien à faire. On a eu le droit à une autre bande-annonce pour The Walking Dead Daryl Dixon, un énième spin-off de The Walking Dead, mais qui a envie de voir ça sérieusement. On a eu le droit aux premières images de Rick and Morty l'animé qui a l'air étonnamment cool, à une date le 22 septembre pour le spin-off, les gens, en série télévisée de John Wick, The Continental, sauf que c'est sans Keanu Reeves, donc c'est directement poubelle. On a eu le droit aussi à de nouveaux personnages pour le jeu à venir Mortal Kombat 1, dont Homelander de The Boys. On s'en fiche un peu. On a eu le droit à l'annonce d'un nouveau projet Watchmen, un nouveau projet d'adaptation Watchmen. Alan Moore doit être extatique. On a eu le droit à des nouvelles de Star Wars Outlaws, le jeu d'Ubisoft. J'en peux plus, ça ressemble à exactement tous les jeux Ubisoft. Je ne comprends pas la hype autour de ce jeu. Et j'oublie probablement en cours encore beaucoup d'autres annonces, même si je vous glisse là, comme ça, qu'on a vu les premières images du comic book Berserker Poetry of Madness, co-écrit, co-signé par Keanu Reeves, dont il est d'ailleurs le personnage principal, ce qui en fait instantanément le comic book le plus important de cette décennie. Je veux absolument rien entendre à ce sujet. Bref, cette année les gens, il y en avait pour tous les goûts, et cette fois, il y en avait vraiment pour tous les goûts dans un événement qui a été décrit par ses participants, ses participantes, mais aussi ses exposants et ses exposantes, comme une vraie bouffée d'air frais dans ce qui était plus ou moins devenu ces dernières années un gigantesque clip promotionnel des grands studios. Et si c'est probablement temporaire, cela a eu au moins le mérite cette année de rappeler la vivacité et l'humanité de la scène créative et pop culturelle américaine, comme le conclut très bien Jake Modico pour Tomorrow's Publishing, spécialisé dans les interviews et dans les biographies d'auteurs de bande dessinée. Lorsque cette bulle finira par éclater et que les films adaptés de bande dessinée suivront le chemin des vieux westerns hollywoodiens, les créateurs et créatrices de bande dessinée, eux, seront toujours là et continueront de créer. Et c'est peut-être un petit peu ça que rappelait exceptionnellement la Comic-Con de cette année. 一緒にこの街を脱出しないか。何それ、駆け落ち？君は何も感じないのか。最近やけに渦が多い。ええ、そうね。それに風までもがやけに渦を巻き上がる。親父が変になったのもこの町のせいだと俺は思ってる。親父は最近は会社へも行かず書斎に閉じこもって
溢れ返った渦巻きを一日中ただひたすら見つめているんだ。そうしている時の親父の目はEst-ce qu'on serait pas à 2 frames d'avoir enfin une chouette adaptation de l'une des œuvres du mangaka Junji Ito ? Peut-être, en tout cas, c'est ce que laisse paraître ce premier extrait de l'animé à venir Uzumaki, Spirale en français dans le texte, l'adaptation du classique manga du même nom par Junji Ito, donc l'un des grands, si ce n'est le grand maître de l'horreur nippon. Une adaptation qui se sera fait particulièrement attendre 2 longues décennies après la publication du manga dans le magazine Big Comic Spirits entre 1998 et 1999. Produit par le studio d'animation japonais Drive, cette adaptation animée en 4 épisodes sera centrée sur l'histoire des citoyens de petites villes côtières japonaises soudainement frappées par une malédiction surnaturelle mortelle impliquant des motifs en spirale qui rendent fous toutes celles et ceux qui les voient. Pour celles et ceux qui écoutent l'émission en podcast, cette bande-annonce nous montrait précisément un extrait dans lequel le jeune Shuichi décrit à sa petite amie Kirie les événements étranges qui se produisent en ville et il lui partage notamment ses inquiétudes concernant l'attitude de son père, devenu obsédé par ces fameux motifs en spirale. Et ce qui fascine déjà avec ce morceau d'animé, c'est cette impression très forte de voir le manga tel quel s'animer sous nos yeux, une direction artistique très proche de l'original, un monde en noir et blanc, quelques aplats de gris qui rappellent ici et là la pose de trame sur papier, des mouvements corporels étranges et des silhouettes de personnages qui imitent le dessin au trait et l'ombrage de Junji Ito, une animation parfois saccadée qui donne l'impression de voir glisser les pages de manga et qui appuie sa ressemblance avec l'animation rotoscopée qui avait été travaillée dans le brillant animé Les Fleurs du Mal du même réalisateur. Bref, c'est superbe. À la réalisation de cet animé, justement, Hiroshi Nagarama, qu'on connaît pour son travail sur Mushishi, qu'on connaît pour son travail sur Detroit Metal City, et pour cet incroyable, mais pourtant trop méconnu, Les Fleurs du Mal, dont certains passages m'ont marqué à vie. Et comme si ça ne suffisait pas, la bande originale, écoutez ça bien, c'est incroyable, est confiée à Colin Stetson, un habitué de l'horreur qui avait composé déjà les très bonnes bandes originales de Heredity d'Ari Aster en 2018 et de Massacre à la tronçonneuse de l'année dernière. Et faut dire que ça fait un petit moment que je trépigne là comme ça sur ma chaise en attendant la sortie de cet animé. Pour plusieurs raisons, les gens. D'abord parce que ça fait un petit moment qu'on l'attend. Il avait été annoncé d'abord à la Crunchyroll Expo de 2019. Ça commence à remonter. Puis on a vu le droit à des vagues annonces de casting vocal en 2020. Ouais. Le droit à un petit teaser en 2021 qui avait juste de quoi nous faire saliver en motif de spirale. Et puis plus rien jusqu'à cet extrait qui ne donne pas non plus de date de sortie. Même si ça devrait être cette année, comme le sous-entend Jason DeMarco, un des producteurs exécutifs sur Twitter. Enfin, sur X, puisque ça a changé. Ensuite, si j'attends, comme beaucoup de gens, cette adaptation d'Uzumaki, c'est aussi parce que l'œuvre originale est un incontournable du monde du manga, un succès critique et commercial qui lui a permis de se décliner en jeux vidéo, mais aussi en film, avec l'adaptation un peu naze en 2000 de Shigun Shisuki. L'œuvre originale avait été nommée au prix Eisner pour la meilleure édition américaine d'un matériel étranger en 2003. Elle avait été classée dans le top 10 des meilleurs romans graphiques par la Young Adult Library Service Association en 2019. Roman graphique, évidemment, parce que ça pète la classe, j'imagine. Enfin, c'est surtout parce que ça pète les ventes en librairie. Et l'œuvre est régulièrement classée dans le top 3 des plus grands mangas d'horreur de l'histoire un petit peu partout et chaque année. Ce qui, par voie de conséquence, génère une attente importante autour de son adaptation animée, en tout cas pour moi le premier. Et enfin, les gens, si j'attends cette adaptation en particulier, c'est parce qu'adapter Uzumaki en 2023 de cette façon, ça fait particulièrement sens. Le fait de donner à l'animé un aspect fait main qui rappelle directement le manga et qui par son noir et blanc renvoie aussi à un cinéma classique de l'horreur, donne d'une épaisseur tout à fait particulière au travail original d'un auteur qui s'est jamais caché de sa crainte pour la question récente des IA génératives qui embrasent les industries culturelles et dont on a déjà beaucoup parlé dans les précédents épisodes de Soft Power. Lors d'une interview qu'il avait donnée en mai dernier au magazine 4Gamer, suite à son implication dans l'illustration de cartes Magic, Junji Ito avait justement partagé sa crainte face au remplacement des auteurs et des autrices par l'intelligence artificielle qui pour lui est inévitable. Sa seule façon de résister, faire de l'inattendu la règle de l'humain, où des spirales jusque-là traitées sans attention et avec désinvolture peuvent désormais devenir des motifs d'horreur, évoquant à la fois la vie, la mort, le mouvement, l'immobilité, l'ordre, le chaos. Et si certains critiques de l'époque voyaient dans les spirales d'Uzumaki la représentation du néolibéralisme rampant de la société japonaise de la fin des années 90 qui possède à la fois les corps et les esprits, on pourra
aussi y voir désormais l'invasion technologique qui littéralement déshumanise. C'est l'avantage de ces œuvres qui traversent aussi bien le temps et dont les nouvelles rencontres avec peuvent générer de nouveaux récits. Bref, Uzumaki Legend, l'adaptation animée de l'œuvre phare de Junji Ito, ce sera une petite spirale d'air frais qui permettra à encore plus de monde de découvrir un pan important du monde du manga et l'un de ses plus grands auteurs, indéniablement. Et vite, 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 s'il vous plaît, parce qu'en attendant les spirales, hein, c'est moi qui les fais dans mon salon en attendant la sortie de cet animé normalement prévu pour cette fin d'année 2023. Mais qu'est-ce qu'une célibataire comme vous peut bien faire dans une maison aussi gigantesque? Mais je vous assure que je suis mariée à un humain, un homme parfait et grand. Wanta. Nous sommes vraiment un couple pas comme les autres. Oh, nous n'en avons jamais douté une seconde. Nous ne savons pas. Petite actualité brève, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à la petite news chelou de la semaine. Playlist en route, préparez-vous à vous gratter le menton. Après les coffrets jeux vidéo sans jeux vidéo, voici venir le temps des coffrets DVD sans DVD. Et ça, on le doit à Disney qui, pour la sortie événement de sa série WandaVision en DVD, événement hein, parce qu'il s'agit de la première fois qu'une série créée par la plateforme de streaming Disney+, aura une sortie physique, va se voir aussi pressée en format DVD. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait hein, avant que Marvel Studios précise au magazine Pop Culture The Direct que cet incroyable objet de collection physique inclura bien un steelbook exclusif superbe avec une finition full glossy, c'est magnifique, une enveloppe, un porte-document, des cartes postales, des stickers un peu pourris et des cartes de personnages. Mais c'est tout. Pas de disque et a priori pas de code non plus, même si ça faudra vérifier sur pièce. A priori donc pas de série ni ici ni ailleurs. Après tout, hein, si vous voulez la voir, elle est sur Disney+. Enfin, tant que la plateforme n'a pas décidé de la supprimer, hein, comme elle a fait dernièrement avec des dizaines de ses productions, dont la série Willow, dont j'ai très hâte d'avoir l'annonce de la sortie d'un coffret DVD sans DVD, histoire de pas la revoir. Une réponse un peu éclatée hein, à la demande des fans depuis des années qui souhaitaient pouvoir enrichir leur énorme collection de productions Marvel et Star Wars avec les productions sérielles de ces franchises. Vous vouliez un coffret DVD, voici un coffret DVD littéralement. Pour son magnifique objet de collection, Disney s'est associé à Mantalab, une société hongkongaise spécialisée dans la production et la distribution de films en édition limitée, puisque limitée, cette édition sera, nous dirait Maître Yoda, qui ne sera pas non plus sur les DVD de toute façon. 2 coffrets différents en édition limitée, respectivement 1250 et 1800 exemplaires à 80 € pièce, histoire de pas trop se moucher du coude non plus. Alors, on pourrait se dire, mais Lex, c'est qu'un produit à destination de quelques collectionneurs. Ça va pas devenir un business model en soi. C'est pas du tout comme si pour le jeu vidéo, où depuis des années, de nombreuses box collector ne proposent plus qu'un code pour le jeu, voire rien du tout, comme en a témoigné récemment la sortie de l'édition collector de Diablo 4 sans jeu. Que dalle, nada, nanimonai, nous dit-on. Et ça, on en a déjà beaucoup parlé dans Soft Power, c'est la douillasse complète dans un système aujourd'hui de plateformes de streaming qui contrôle les tenants et les aboutissants de la diffusion et où les programmes peuvent disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces et dont la remise à disponibilité se fait uniquement au bon vouloir de ces entreprises. Je rappelle au passage que c'est bien la disponibilité de ces programmes qui conditionne aussi les paiements résiduels des travailleurs et des travailleuses culturelles qui bossent sur ces œuvres. Ça fait jamais le mal de le rappeler. S'il n'y a pas de série, il n'y a pas de paiement. S'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de paiement. Ce qui fait du mal, hein, c'est pas de le rappeler. Ce qui fait du mal, c'est de payer les gens comme ça. Bref, nous voilà, les gens, dans une potentielle situation absolument absurde où on pourrait se retrouver avec un coffret DVD, un joli coffret DVD, certes, mais sans l'œuvre sur laquelle il est construit et œuvre qui est d'ailleurs plus disponible nulle part et pour toujours. La maison des idées, qu'il disait. Pixel War qu'ils ont fait, c'est pas la vraie Pixel War, les gars. C'est pas la vraie Pixel War. Ils se servent de la Pixel War pour faire des stats parce qu'ils sont partis en bourse et en même temps ils ont augmenté le prix d'un truc bizarre là, des API, d'applications et tout. en gros, c'est pas la vraie Pixel War, c'est juste rien à foutre. Mais les gars, je m'en bats les couilles, moi Joe aussi, tu vois. Pour moi, la Pixel War c'était tous les 5 ans de base. S'ils la font tous les ans, ça m'intéresse pas. Là d'ailleurs, ça m'intéresse pas, frère. Et pourtant. Fuck
Space, c'est ces quelques mots qu'on a pu retrouver écrits, effacés et réécrits en pixels sur le gigantesque tableau vivant de la Pixel War, cet événement organisé par la plateforme Reddit qui s'est déroulé du 20 au 25 juillet ce mardi. Et pour bien comprendre ce dont il retourne, il faut faire un petit pas en arrière. Je vous emmène avec moi, convecteur temporel branché, on roule jusqu'à 88 miles à l'heure avec ou sans route puisque là où on va, on n'en a pas besoin. Et nous voilà de retour les gens en 2017. À l'époque, Josh Wardle, l'ingénieur gallois derrière l'immense jeu viral Wordle et à l'époque directeur de produit pour la plateforme Reddit, conçoit une expérience sociale à moitié construite comme une blague du 1er avril en fondant un endroit baptisé Place où les utilisateurs enregistrés sur Reddit peuvent placer un pixel coloré, un seul, toutes les 20 minutes, ou 5 si votre compte est vérifié, sur une gigantesque toile vide qui en compte plusieurs centaines de milliers. L'idée, vous l'aurez compris, participer à un gigantesque tableau international par et pour Internet, une photographie d'Internet à un moment donné, comme le soulignait George Wardle d'ailleurs, une expérience qui en 2017 s'était soldée plutôt par une réussite, 1 million d'utilisateurs, 16 millions de tuiles posées, mais surtout une structuration progressive des communautés, des différentes communautés de Reddit, jeux vidéo, cinéma, sport, communauté nationale, pour donner du sens, pour donner du corps, pour donner surtout de la complétude à leur création, des drapeaux, des tableaux de maîtres reproduits, des hommages à Pokémon et à Dragon Ball, ou encore des dédicaces à des amis. Bref, autant d'expérimentations produites et aussitôt évanescentes dans cette grande production éphémère d'Internet. L'expérience rigolote n'avait pas vraiment vocation à être reproduite dans l'immédiat, d'où l'absence d'équivalent à Place pendant 5 ans, quand soudain, en mars 2022, un redémarrage de Place est dévoilé pour une course allant du 1er avril, évidemment, au 5, sauf que cette année-là, loin d'être un petit phénomène intimiste d'expérimentation individuelle, Place se transforme en gigantesque champ de bataille culturelle internationale pour devenir un des plus grands moments, et je pèse mes mots, pop culture de 2022, mais surtout pour un authentique moment de soft power, de nombreuses communautés thématiques, mais aussi et surtout de nombreuses communautés de streamers et de youtubeurs se sont organisées sur tous les réseaux sociaux disponibles pour prendre d'assaut la toile de Place, à commencer en France par le streamer Kameto que vous venez de voir en vidéo et ses 400 000 viewers simultanés au pic qui représentaient une force de frappe colossale dans un double mouvement assez passionnant de production artistique diverses et variées d'un côté, mais aussi d'occupation et de protection d'un territoire de l'autre, des alliances, des trahisons, des retournements de situation et la sensation quand même très forte côté français d'être des héros et rimes face aux forces de Saruman coalisées espagnoles, américaines et canadiennes dans une bataille du gouffre de Helm revue et corrigée, avait achevé de faire de l'événement un grand moment de guerre culturelle, une espèce de bataille de soft power rangée de particuliers absolument fascinante à analyser avec du recul, mais même sans aucun recul, absolument jouissive à suivre. Et ça, c'est précisément pour ces différentes stratégies de négociation, pour ces attaques, pour ces discussions en arrière-plan et cette gestion quasi parfaite des climax et des plot twists que ce Place 2022 aura été renommé à juste titre la Pixel War. Et si beaucoup, moi le premier, y avaient trouvé leur compte, celle qui y a le plus gagné, c'est précisément peut-être la plateforme Reddit elle-même, avec ses centaines de milliers de nouveaux adhérents et une mise en avant sans précédent. Et si on l'imaginait peut-être pas de retour aussi rapidement, il n'était pas étonnant que la plateforme revienne très vite avec une nouvelle édition de Place pour une édition 2023 du 20 au 25 juillet, comme je le précisais en introduction, une nouvelle Pixel War qui aurait dû être le pinacle de la visibilité de la plateforme, puisque celle-ci pouvait d'ores et déjà compter sur la dévotion totale des communautés de streamers et de youtubeurs toujours plus influents d'année en année. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Si vous étiez là il y a quelques semaines dans Soft Power, vous savez, les gens, que Reddit est actuellement dans une passe tout à fait particulière de son histoire. Je résume très rapidement. À quelques semaines de son entrée en bourse, la plateforme a modifié sa politique d'accès à son API, qui permet à des programmes informatiques de parler avec le code Reddit et d'échanger des informations. Une API gratuite jusque-là est récemment monétisée dans ce grand mouvement global. On en a déjà parlé, de passage du gratuit au payant pour les plateformes communautaires. Officiellement, c'est pour empêcher des IA génératives de s'entraîner sur le contenu Reddit, une phrase qui devrait être instantanément écrite dans les manuels de marketing pour les nuls qui veulent le rester.
tant elle est utilisée ces dernières semaines pour rendre l'accès à des API payantes, quelle que soit la situation de départ. L'école Elon Musk, dira-t-on, en tout cas moi c'est ce que je dirais, un changement de braquet qui avait coûté la vie à de nombreuses applications très utilisées par les utilisateurs d'une plateforme qui pourtant s'était fondamentalement construite et popularisée autour de celle-ci. Ce qu'il faut bien comprendre les gens, c'est que Reddit c'est presque un agrégateur de forums autonomes sur autant de thèmes que vous pouvez imaginer, et à chaque forum son autogestion qui peut parfois aller très très loin, et c'est là que de nombreuses applications sont nécessaires pour pouvoir gérer ce qu'il est impossible de gérer en natif pour et par la plateforme. Sauf que ça, les gens, c'est plus possible désormais puisque c'est trop cher pour la majorité des producteurs de contenu de passer par l'API Reddit. Résultat, des tonnes d'applications fermées, une mise en grève de la plupart des utilisateurs Reddit et des gestionnaires de forums, des modérateurs de ces subreddits qui ont même rendu certains subreddits de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs inaccessibles et qui le sont pour certains encore, et ça fait des semaines que ça dure, ça fait des semaines que la direction de Reddit leur met des coups de pression, supprime des comptes, retire des statuts de modérateurs, réouvre de force certains subreddits malgré le large flou de textes et de photos de John Oliver qui ont pris possession de la plateforme en boucle, dans un objectif, comme souvent, les gens, de jouer le pourrissement de la protestation, de jouer la montre, puisque comme le souligne Steve Huffman, l'actuel PDG de Reddit, les protestations passeront avec le temps. Mais attendez, Steve Huffman, son pseudonyme, c'est pas Space, justement Et en lançant une Pixel War en pleine vague de protestations pour détourner l'attention des investisseurs qui commençaient à voir une marque Reddit perdre de sa superbe à quelques semaines de l'entrée en bourse, vous pensez qu'il allait se passer quoi, au juste? Eh bien, exactement, les gens, ce qu'on imaginait et surtout un petit peu ce qu'on espérait aussi, un désinvestissement de nombreux streamers et streameuses conséquents. Pour les autres, on repassera. Une participation bien moindre que l'année précédente, mais surtout un tableau rempli en boucle du matin au soir de fuck space, entre des kilotonnes de messages d'insultes, entre autres, je cite, de « n'oubliez jamais ce qu'on nous a volé ». Et le 25 juillet, les gens, ce mardi, pour clore cette édition 2023, seule une palette de gris était disponible à la fin, comme le veut la tradition. L'occasion d'écrire une dernière fois en gigantesques lettres capitales sur l'entièreté du tableau un bon gros fuck space d'anthologie qui aura fini d'entériner cette Pixel War 2023 qui cette année aurait eu, il me semble, bon ton de se renommer Pixel Alliance ou Pixel Protest, au choix. Vous êtes toujours dans l'émission Soft Power, la matinale pop culture, le vendredi de 10h à midi. Si l'émission vous plaît, je vous invite à envisager de me soutenir financièrement en passant par la page Patreon. C'est de très loin, vous le savez, le meilleur moyen de soutenir l'émission sur le moyen et sur le long terme, afin que je puisse faire une vraie grade de qualité et pouvoir me déplacer aussi pour avoir des invités prestigieux. Lien vers la page Patreon, bien sûr, dans la description des podcasts et de la VOD YouTube et sur le chat pour celles et ceux qui suivent l'émission en direct. Il n'y a pas de petit soutien à donner à hauteur de vos moyens. Vous pouvez également lâcher un petit sub ou votre Prime sur Twitch, vous le savez. Et puis, bien sûr, c'est vraiment le passage que je préfère, la réclame, hein, ça m'enchante chaque semaine, vraiment. Pour celles et ceux qui viennent tout juste de débarquer dans l'émission et qui voudraient rattraper les premières news ou en cibler quelques-unes en particulier, vous pourrez retrouver celle-ci en intégralité en format podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer ou en VOD chapitré, remonté sur YouTube. Et si l'émission vous plaît, pensez évidemment à chaque fois à mettre des évaluations positives. Ça prend vraiment une seconde et c'est une aide infinie. C'est grâce à ça en partie que l'émission de la semaine dernière a été la plus écoutée depuis la création de l'émission. Donc un immense merci à vous. C'est un immense soutien au travail que je peux fournir ici. Merci. J'en profite une seconde pour vous rappeler également que sur Spotify, vous pouvez évaluer l'émission, lui mettre des petites étoiles. Je le redis parce que le ratio d'inscrits et d'évaluation est encore assez faible. Et puis, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, partout où vous allez, des commentaires, des pouces bleus, tout ça. Enfin, ça aide au référencement. Ce match entre le film Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan a suscité beaucoup de réactions. Des mèmes, des TikTok, des faux trailers, des affiches. Alors pourquoi comparer ou même opposer ces deux films qui n'ont à première vue rien à voir? Les deux superproductions hollywoodiennes étaient déjà très attendues, mais la comparaison a vraiment commencé lorsqu'ils ont annoncé leur sortie en salle le même jour. Alors hasard ou stratégie, on sait pas, mais à partir de là, le duel s'est enclenché. Les deux franchises qui... Mais qu'est-il en train de se passer du côté des salles
salles obscures où depuis quelques jours le film Barbie est en train de faire tomber des records les uns après les autres, tirant avec lui vers le haut le film Oppenheimer de Christopher Nolan dans un grand barnum marketing de fausse opposition entre les deux films que les médias se sont rapidement empressés de nommer le Barbenheimer. Un boom d'autant plus surprenant que ces derniers mois, les plus gros blockbusters de The Flash à Transformers en passant par Indiana Jones sont tous en train de se faire éclater au box-office les uns après les autres et même dans une certaine mesure Mission Impossible 7 dont les chiffres sont très en deçà de ceux escomptés, à tel point qu'on commençait à se dire que, à part en étant soutenu par le collectif QAnon pour Sound of Freedom, c'était très difficile de se faire une place au box-office américain. Et puis, Barbenheimer avec son 4e plus grand week-end de l'histoire du cinéma américain, avec ses 162 millions de dollars pour Barbie et 82,4 millions pour Oppenheimer en 2 jours. Barbie, qui au moment où j'ai préparé cette news, avait déjà passé les 400 millions de dollars à l'international. En seulement quelques jours, c'est monstrueux et bien au-delà des estimations. Certains critiques se sont empressés de dire que ça y est, que c'était parce que les gens en avaient marre des suites et que là, ça y est, enfin, on leur proposait des vrais films originaux. Alors, sauf que Barbie, au niveau film original, il me semble qu'on repassera peut-être un petit peu quand même. Ça, on en avait parlé il y a 2 semaines. Et il y aurait beaucoup à redire, évidemment, sur les efforts colossaux du film pour déployer un discours transgressif tout en empêchant d'être subversif. Je vous laisse réfléchir à ça. Mais au-delà de ça, il suffit de regarder un petit peu du côté du box-office américain pour voir que Creed 3, Scream 6, John Wick 4, Les Gardiens de la Galaxie 3, Spider-Man Across the Spider-Verse ont tous cartonné à leur niveau. Non. Et si tout ça était un petit peu plus simple que ça et en même temps infiniment plus complexe? Plus simple d'abord parce que le succès de Barbenheimer s'est beaucoup basé bien sûr sur la qualité des 2 films dont le retour critique positif est plus qu'important, mais surtout en se basant sur un marketing ultra agressif qui a tenu des mois. Il faut se rappeler que ça allait jusqu'à des tweets de Tom Cruise où il se prenait en photo devant les 2 affiches du film avec ses 2 billets. Waouh, trop bien, j'ai trop hâte. Il faut se rappeler aussi très vite que Margot Robbie pour Barbie et que Cillian Murphy pour Oppenheimer avaient très vite joué le jeu eux aussi de la promotion croisée. Au cours de la semaine du 26 juin, il est estimé qu'Oppenheimer avait été mentionné plus de 400 000 fois sur Twitter et que plus de 80% de ces mentions faisaient également référence à Barbie, avec une énorme production d'eux-mêmes, une opposition du noir et blanc à la couleur rose et parfois aussi une segmentation de genre qu'on a retrouvé jusque dans les salles, puisqu'on estime qu'environ 65% du public de Barbie lors du week-end d'ouverture était féminin, contre 62% de public masculin pour Oppenheimer. Oppenheimer qui s'est même offert le luxe d'avoir plus de 60% de 18-34 ans, une moyenne très haute pour ce genre de film. Donc là aussi, il y aurait pas mal de choses à en dire. Bref, un marketing double extrêmement efficace qui s'est cumulé avec le fait évident que les 2 films ont séparément, individuellement bénéficié d'une gigantesque promotion individuelle, surtout Barbie, qui n'empêche pas évidemment de sous-performer en Chine, comme Oppenheimer au Japon par ailleurs, puisqu'il n'y a pas Oppenheimer au Japon pour l'instant. La bombe, tout ça, on verra dans les prochains mois. Et en même temps, dire tout ça, il me semble que c'est quand même un petit peu mettre de côté que les raisons du succès du Barbenheimer sont aussi beaucoup plus complexes que ce qu'on veut bien en dire, qu'elles sont à tout le moins suffisamment contingentes pour être quasiment impossibles à reproduire à la commande, tant ce Barbenheimer est né à un moment tout à fait particulier de l'histoire du cinéma américain, à un carrefour de sortie de pandémie, de marketing réussi pour Barbie, de lassitude rampante des films de super-héros, d'une géopolitique internationale particulière et stressante pour beaucoup, d'un timing de date de sortie plus contraint que pensé, notamment du côté de chez Universal, d'une certaine complémentarité visuelle des films, de leur esthétique, en tout cas à la sociologie de leurs spectateurs et spectatrices, de la renommée aussi des 2 réalisateurs et réalisatrices, et probablement une dizaine d'autres facteurs plus subtils encore qui ont donné tout ce caractère organique et local au Barbenheimer que beaucoup essaieront de copier avant de s'éclater au sol. Et si je vous dis ça, vous voulez vous marrer les gens. Si je vous dis ça, c'est précisément parce que ça a déjà commencé. La semaine dernière, c'est Lionsgate qui avait déplacé la sortie du film, du 10e épisode de Saw du 27 octobre au 29 septembre pour le faire coller à un autre film pour créer une opposition factice comme le Barbenheimer. Et ce film, les gens, quel film, me demanderez-vous, la bave aux lèvres? C'est Pat Patrouille 2. Voilà,
Je vous promets que c'est pas une blague, je vous assure qu'ils sont en train de construire une opposition Pas de patrouille 2, une opposition marketing. Là-dessus, il y a déjà les hashtags officiels. Là, je crois que vous n'avez pas compris, les gars. Vraiment, il faut que le public communique un petit peu quand même, hein, c'est le minimum. Hein. Bon, bref, il y a fort à parier, les gens, que le Barbenheimer reste un événement particulier de l'histoire du cinéma américain. Un épiphénomène à la fois explosif et rose bonbon qui a fait le succès de certains et certaines et visiblement le bonheur de beaucoup. Un succès qu'on peut trouver intéressant, curieux, louable, attendu, souhaitable et peut-être un petit peu, pourquoi pas, déprimant. En tout cas, ça, c'est mon cas, pour une bonne partie des raisons dont on a discuté il y a 2 semaines au sujet de Barbie. Et si vous souhaitez rejoindre le grand mouvement du Barbenheimer, la Barbenheimer Army, soyons fous, et si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil à Barbie et à Oppenheimer, respectivement de Greta Gerwig et de Christopher Nolan, c'est dans les salles françaises depuis le 19 juillet et à mon avis pour encore un long moment cet été. N'existe plus. Elon Musk a décidé de transformer le réseau social, de le baptiser X. Alors pourquoi ce changement ? Parce qu'il y a le feu pour gagner de l'argent et pour répondre à la concurrence du chinois WeChat, de Meta, la maison mère de Facebook, et de OpenAI, le créateur de ChatGPT. Donc aussi parce que c'est le signe de la prise de pouvoir absolue d'Elon Musk sur le réseau social, avec une lettre qui est une signature pour lui. Bientôt, nous dirons adieu à Twitter et à tous les petits oiseaux, a-t-il écrit dimanche. Pourquoi une signature ? On est d'accord, il m'était difficile de ne pas vous parler du running gag de cette semaine. Il faut dire qu'il est impossible de ne pas avoir vu passer la news puisque c'est désormais chose faite après des mois de désagrégation du service, de passage du gratuit au payant pour l'API, de mise en avant des abonnés payants au détriment des autres utilisateurs et utilisatrices de la plateforme et d'une myriade de bugs dans tous les sens. Voilà que Twitter, le nom, la marque et le logo cèdent leur place envers et contre tout bon sens à X, nouveau nom, nouvelle marque, nouveau logo pour exactement le même service, mais avec des millions de dollars de valorisation de marque en moins. Super, puisque oui, entre Twitter, dont la popularité était tellement colossale qu'elle avait fait entrer dans l'usage des verbes associés à son utilisation, et X, qui va se confondre avec n'importe quel site pornographique. Et ça, Elon Musk en est d'ailleurs parfaitement conscient, comme le souligne le journaliste Max Hafkin dans son enquête sur Peter Thiel, ancien directeur de PayPal. Et X, justement, qui va empêcher aussi, dans la plupart des cas, la recherche, puisque celle-ci requiert souvent de taper plus d'un caractère. Il n'y a vraiment pas photo. Tous les analystes un petit peu sérieux reconnaissent que c'est peut-être pas le mouvement d'un pingouin qui glisse le plus loin. Vous avez compris que c'était un euphémisme. A fortiori, à l'heure où Thread de Meta s'est lancé, à l'heure où TikTok va permettre d'enchaîner des messages textuels comme sur feu Twitter. Bref, c'est absurde. Mais on va voir rapidement s'il y a quand même 2-3 choses à tirer de cette information, autre que de longs soupirs de lassitude et le stress de se faire sauter son compte au pif par le bot Twitter, enfin le bot X du coup. Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, il faut se dire que si Elon Musk a décidé de renommer Twitter en X, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Enfin si, ça s'est complètement fait du jour au lendemain. Il y a même les policiers qui sont intervenus au logo de Twitter pour empêcher la construction du nouveau logo, enfin l'enfer. Mais le projet, lui, il était prévu de longue date. Le biographe Walter Isaacson soulignait que Musk avait déjà témoigné de son envie de rebaptiser Twitter avant même la signature des papiers pour le rachat. Mais ça remonte en réalité encore plus loin. Petit pas en arrière, en 1999, Elon Musk lance le site X.com, le projet d'une banque en ligne qui offrait des services financiers innovants, comme le transfert d'argent par email, dans l'objectif de créer une plateforme complète qui centraliserait comptes bancaires, courtage et assurance. Mais le projet avait dû être interrompu en 2000, quand X.com avait fusionné avec Confinity, une autre société de logiciels qui avait développé un système de paiement facile nommé PayPal. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Mais le truc, c'est que le projet X, lui, il est resté dans la gigantesque tête ovale d'Elon Musk, d'où SpaceX, d'où xAI, la prochaine intelligence artificielle anti-woke de Elon Musk, la Tesla Model X et le surnom de son fils au prénom de toute façon imprononçable, X, mais surtout d'où la subsistance d'un gigantesque projet X en arrière-boutique, projet d'une application mondiale dont absolument tout le monde serait équipé dans les prochaines années et qui centraliserait absolument tout, une version plus poussée encore de ce qu'est en Chine le monstre WeChat qui permet d'acheter des billets de concert, d'échanger avec des amis, de louer une voiture, de remplir des documents officiels ou de suivre Keanu Reeves sur l'intégralité de vos réseaux, ou alors ça c'est peut-être juste moi, je ne sais pas. Bref, le projet d'une application, les gens pour tous et toutes dans les ténèbres nous lier, soit ça c'est raccord avec le personnage, on avait bien compris, et au-delà de cette future potentielle application qui agrège tant d'imaginaire, d'œuvres d'anticipation, qu'elle en ferait
ferait se débrancher volontairement tout le monde en même temps de la matrice, bien évidemment. Il y a ce X, cette lettre, il me semble, qui est assez signifiante en soi et dont j'ai pas vu beaucoup d'analystes discuter directement, parce que ce X justement est particulièrement connoté dans les œuvres de pop culture et notamment de science-fiction dont s'inspire et que cite régulièrement Elon Musk. Ce X qui fait un écho tout particulier à l'obsession des années 50 pour la lettre, pour ses rayons X, pour ses X-Men, pour la planète X, ce X de l'inconnu, ce X du mystère, mais aussi ce X du grand mouvement renvoyant à une esthétique d'avant-garde et futuriste mettant en son centre le progrès et le développement humain. A fortiori qu'il ne faut pas oublier que ce nouveau logo épuré a été pensé en style art déco un petit peu élégant. Ce mouvement artistique spécifique mariant une idée de l'élégance européenne à l'esthétique futuriste des buildings américains. Et si je vous dis ça, c'est pas du tout un hasard, c'est aussi parce que l'art déco, précisément comme le néoclassique, est depuis quelques années devenu une revendication de l'alt-right américaine dans le sillon du le décret exécutif sur la promotion de la belle architecture civique fédérale prise sous l'ère Trump, le décret pris sous l'ère Trump, qui répertoriait l'art déco comme l'un des seuls styles acceptables pour la construction de nouveaux édifices fédéraux, par opposition au, je cite le décret, déconstructivisme qui a émergé à la fin des années 1980 et qui subvertit les valeurs traditionnelles de l'architecture par des caractéristiques telles que la fragmentation, le désordre, la discontinuité, la distorsion, la géométrie biaisée et l'apparence d'instabilité. Ok. Et c'est tout cet imaginaire-là qu'il me semble qu'il faut toucher du doigt chez Elon Musk lorsque l'on parle de cette transformation de Twitter en X, pratique évidemment, mais aussi esthétique de Twitter, qu'on a un peu trop vite fait de railler, même si c'est extrêmement laid, on est d'accord. Une transformation qui, jusque dans son esthétique justement, se veut relancer du bon vieux capitalisme à papa et du bon vieux progrès à l'ancienne, où à l'époque on pouvait vraiment faire progresser les choses et où on avait des Walkman, c'était trop bien. Le tout sur fond évidemment de rétro-futurisme à fond les ballons pour un futur. On pourrait rouler en Tesla sur Mars après avoir voyagé à bord d'une fusée SpaceX sans s'ennuyer une seconde grâce à nos longues discussions profondes avec cette fameuse IA anti-woke. Cette pensée vient déjà de me retirer 10 ans d'espérance de vie alors qu'on m'avait promis le transhumanisme et l'éternité. Quelle arnaque! Mais on n'y est pas encore, les gens, puisque Musk devra passer les milliards de problèmes juridico-économiques qui s'annoncent, ne serait-ce qu'à l'annonce de ce changement de nom. Les dizaines d'entreprises qui avaient déposé la marque X aux États-Unis n'étant pas super ravis de cette annonce, et parmi elles Meta et Apple. Sans parler des autres pays, le nom de domaine est déjà bloqué en Indonésie pour ce fameux X Twitter, et du célèbre évidemment groupe de rock japonais X Japan, tapis dans l'ombre, qui a bien l'intention de pas se laisser damer le pion par le seigneur des émeraudes, ce qui nous permettra de Xer beaucoup de blagues très drôles sur X, de re-Xer des messages marrants et de Xer des Xos qu'on aime bien suivre. Non, attendez, je suis pas sûr d'arriver à m'y faire. I love our country. I want to see it restored to what it once was before all this bullshit started happening to us. I love my country, I love my family, and I will do anything to protect that. I can tell you that right now. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, ou plutôt entendu chanter Jason Aldean, une star de la country américaine, régulièrement classée en tête du peloton du Hot Country Songs, le classement musique country du Billboard Magazine aux États-Unis? Et si je vous parle de Jason Aldean aujourd'hui, c'est pour vous parler de la polémique récente, dont vous commencez, j'imagine, à vous douter compte tenu de l'extrait vidéo que je viens de vous diffuser. Polémique autour de son single Try That in a Small Town, essayez de le faire dans une petite ville, sorti le 19 mai 2023, mais qui a explosé notamment le 14 juillet dernier avec la mise en ligne du clip vidéo. Allez, pas besoin de tourner plus longtemps autour du pot. Je vous cite quelques paroles de la chanson. Jurer devant un flic, lui cracher au visage, piétiner le drapeau, l'enflammer. Tu penses que t'es un dur? Essaie de faire ça dans une petite ville. Ici, on prend soin des nôtres. Voilà, de bien belles paroles, le tout sur fond d'images de manifestants affrontant la police et d'images du chanteur devant le palais de justice du comté de Maury à Columbia dans le Tennessee, devant lequel, en 1927, Henry
Henry Choate, un jeune afro-américain de 18 ans, avait été lynché par la foule avant d'être pendu. Pour un message on ne peut plus clair, vous savez ce qui va vous arriver. La chanteuse country Sheryl Crow et certains critiques des médias sociaux pointent également du doigt l'évocation dans la chanson de Ville au coucher de soleil, faisant fortement écho aux communautés blanches du début du XXe siècle qui s'organisaient pour attaquer les Afro-Américains restés en ville après la tombée de la nuit. Vous avez saisi l'idée. Rapidement et évidemment, la polémique a enflé. Les producteurs de la vidéo nous l'ont joué assez classiquement avec la rhétorique d'un enfant de 5 ans qui vient de mettre du pain dans le magnétoscope. Oh bah, on savait pas, on n'était pas au courant de l'histoire. Il y a plein de clips qui ont été tournés là-bas, comme des clips pour Hannah Montana, et on leur dit rien, eux, salut les hunters. Alors ouais, les gars, peut-être que si le clip avait pas ces paroles, qu'il n'était pas entrecoupé d'extraits précisément issus des manifestations qui ont eu lieu suite au meurtre de George Floyd aux États-Unis, on pourrait peut-être, en étant très fatigué, commencer à émettre l'ombre du début d'un doute. Vous nous avez pris pour le gouvernement devant un syndicat de police ou quoi ? Non. Et Jason Aldean lui-même s'est épanché sur Twitter avec un long message pour masquer ses évidents dog whistles. Je le cite, « Ma chanson fait référence au sentiment d'une communauté que j'avais en grandissant où nous prenions soin de nos voisins, quelles que soient les différences d'origine et nos croyances. Il n'y a pas une seule parole, vous m'entendez, dans la chanson qui fait référence à la race ou qui la pointe du doigt. » Ouais. Sauf que ça a absolument convaincu personne. Donald Trump est rapidement intervenu pour appuyer son soutien à Jason Aldean. Je le cite, Jason Aldean est un gars fantastique qui vient de sortir une nouvelle chanson géniale. Soutenez-le, Make America Great Again. J'essaie de le faire comme le doublage de ces documentaires américains. Et il est loin d'être le seul, puisqu'on peut parler aussi du soutien de Ron DeSantis. Ils sont tous là, tous les meilleurs sont là. Pour le coup, le sulfureux gouverneur de Floride. Et puisqu'on constate aussi que depuis quelques jours, depuis la sortie du titre, de nombreux groupes de l'alt-right américaine se sont jetés sur la chanson pour en faire un de leurs hymnes. Alors oui, on pourrait décider de ne pas en parler du tout, vous me direz, sauf que on parle de Jason Aldean. Comme je vous le disais, une pointure de la country américaine, dont 4 albums consécutifs ont tout simplement été numéro 1 aux États-Unis. Jason Aldean, dont ce single Try That in a Small Town est sorti en trompe pour être simplement le plus grand succès du chanteur du Billboard Hot 100, avec un clip vidéo vu à l'heure où je vous parle plus de 20 millions de fois, moins de 2 semaines après sa mise en ligne, des millions et des millions de vues et d'écoutes fortement poussées par la polémique. Le Hollywood Reporter nous montrant que les écoutes sur les plateformes de streaming avait juste augmenté de 1000%, pas grand-chose, depuis la mise en ligne du clip vidéo, et les ventes avaient été multipliées par 200. Tant qu'à faire, ce qui en fait juste le titre country le plus écouté et le plus vendu depuis une décennie, ce qui n'a pas empêché Jason Aldean cette semaine, lors d'un live, de déplorer la fameuse cancel culture. Alors j'en ai vu des fougous, mais alors des fougous plus gonflé que celui-là, fallait vraiment oser la sortir sans perdre une dent, bravo. Heureusement, on peut compter sur nos formidables amis les plateformes de streaming pour agir et réagir politiquement, puisque Spotify et Apple Music ont ajouté une petite balise explicite, un petit E là comme ça, juste en dessous du titre de la chanson sur l'album de Jason Aldean. Super, sert à rien. Une polémique qui surprend d'autant moins qu'elle fait écho, je le crois, à la parfois sombre histoire de la musique country, qui a souvent été un terreau fertile de musique identitaire, voire de terreau fertile au courant de White Power Music, promouvant un nationalisme blanc qui s'était notamment fortement développé en réponse au mouvement américain des droits civiques aux États-Unis, comme le soulignait Bill Malone, auteur de Country Music USA, le premier livre d'histoire académique sur la musique country. Les luttes menées, je le cite, les luttes menées par les Noirs américains pour atteindre la dignité économique et la justice raciale a fourni l'un des chapitres les plus laids de l'histoire de la musique country, une effusion de disques racistes sur de petits labels, principalement de Crowley en Louisiane, qui ont loué le Ku Klux Klan et attaqué les Afro-Américains de la manière la plus vicieuse des stéréotypes. Et c'est sans aucun doute de cet héritage que se réclame aujourd'hui Jason Aldean avec son Try That in a Small Town, qui va continuer à caracoler en tête de gondole pendant l'été, à n'en pas douter, et qui est tout à fait à mettre en parallèle du succès du film Son of Freedom, supporté par le mouvement QAnon. Non, vraiment un bel été aux États-Unis. Seule l'autre consolation, si Try That in a Small Town est classé 2e du Billboard 100, c'est parce qu'il est dépassé d'une courte tête par le titre Seven de Jungkook du groupe coréen BTS, de quoi tempérer peut-être un peu une des grandes victoires de guerre culturelle, encore que.
Voilà, c'est terminé pour les news de cette semaine. Comme d'habitude, j'aurais pu vous parler de tout un tas d'autres choses. J'aurais pu vous parler de tout ce lore autour de la fin de Comixology qui fait naître en ce moment beaucoup de concurrents dans le monde de la bande dessinée en ligne. J'aurais pu vous parler de cette fameuse union de Google, de Microsoft, d'OpenAI pour former le Frontier Model Forum, histoire de réfléchir ensemble à la création de nouveaux modèles d'intelligence artificielle plus sûrs et responsables. Oui, c'est évidemment aux producteurs d'intelligence artificielle de se réguler eux-mêmes, bien sûr. Oui. J'aurais pu vous parler de l'offre d'emploi de Netflix à la recherche d'un Machine Learning Platform Product Manager pour un salaire annuel compris entre 300 et 900 000 $ l'année, ce qui sonne un petit peu comme un énième coup de couteau en pleine période de grève à Hollywood. J'aurais pu vous parler aussi de la chanteuse Bebe Rexha qui va se produire en concert sur le jeu vidéo Roblox et de ce que ça nous dit de ces nouveaux énormes réseaux sociaux. J'aurais pu vous parler de l'envie de la ESRB d'utiliser la reconnaissance faciale pour vérifier l'âge de l'achat lorsque vous achetez un jeu vidéo. Alors ça vaut au moins l'opposition pas de patrouille de saut en termes de stupidité. Excellent. J'aurais pu vous parler de l'annonce du casting 6 étoiles pour la nouvelle adaptation du conte de Monte Cristo, qui fait bien le lien avec ce qu'on avait pu dire sur les 3 mousquetaires dans un précédent numéro de Soft Power. J'aurais pu aussi vous parler de la hausse des prix des abonnements Spotify, mais je vous propose, les gens, de s'arrêter là pour cette semaine parce que l'émission est déjà assez longue comme ça, et je vous propose de passer directement aux recommandations de l'émission. On ne rit pas toutes et tous aux mêmes choses. Et on ne rit pas forcément parce que c'est drôle. On peut rire de gêne, rire pour se défendre ou pour attaquer. On peut rire par diplomatie ou par convention. L'humour dépend d'un contexte culturel, social et temporel. L'humour a d'ailleurs tendance à vieillir assez mal. S'accrocher à l'idée que l'humour se fait forcément aux dépens de quelqu'un en dit plus sur notre humour que sur l'humour en lui-même. Cette semaine, Arcani de la chaîne Kaleidoscope n'avait plus le temps. Il était particulièrement pressé de sortir l'une des meilleures vidéos de sa chaîne, l'une des vidéos les plus riches, en tout cas une vidéo sur l'épineux sujet de l'humour qui tente de redonner à celui-ci toute sa complexité, mais surtout toute sa contextualité. Pour Arcani, l'humour est contextuel, il est contingent, il est culturel, à la fois social et individuel, il est politique. Dans sa vidéo, Arcani revient entre autres sur le fameux point des proges. Vous le savez, la célèbre citation « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, les hunters !» pour la remettre elle aussi en contexte. Le contexte, c'est celui de l'émission Le Tribunal des flagrants délits présentée par Claude Villers qui invitait cette fois-ci Jean-Marie Le Pen. C'est sûr que quand on a un petit peu de contexte derrière, ça change pas mal de choses. Et puis Arcani s'intéresse aussi dans sa vidéo aux questions des caricatures, aux questions de la satire, à la question du blasphème et au rapport complexe et épineux de l'humour, au rapport de domination et au support d'études qui font froid dans le dos quant à leur conclusion. Une très chouette vidéo qui dit très fort ce qu'on ne peut plus rien dire tout bas. Et en plus, il y a même du Alan Moore, humour, politique et gymnastique. Pourquoi et comment l'humour est politique, c'est sur la chaîne Kaleidoscope et c'est toujours la grande classe. Enterré aux côtés de sa mère. Et il aura publié en tout 21 histoires dans l'univers de Conan jusqu'en 1936. Comme Lovecraft, son succès de son vivant était très relatif. Et c'est surtout après sa mort que Conan est devenu l'icône qu'il est aujourd'hui. Pourtant, en si peu de temps, Howard a énormément accompli. Bien sûr, on lui doit la création de Conan, mais il est également considéré comme le père de l'heroic fantasy, ou le sword and sorcery en anglais. Alors attention, on dit pas que Howard a inventé la fantasy de manière générale, mais bien le sous-genre de l'heroic fantasy dans lequel un univers fantastique évolue autour d'un héros. Et ce, bien avant... Entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, il y eut une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut Conan, destiné à poser la couronne d'Aquilonia, orné de pierres précieuses sur un fond troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grandes aventures. C'est sur ces premiers mots, les gens que s'ouvrait Conan le Barbare, film culte coécrit par John Milius et Oliver Stone, sorti en 1982 et inspiré de l'œuvre de Robert Howard. Inspiré, c'est le mot évidemment, c'est précisément de cette inspiration que va parler cette excellente vidéo de la semaine de la chaîne Exitium Film qui va chercher à retracer l'historique de Conan en partant
tant de l'œuvre brillante d'Howard justement, dans ce qu'elle raconte de son rapport à la civilisation qu'il déconsidère, de son opposition de fond à Lovecraft, de son rapport aux institutions qui sont présentées dans ses œuvres de manière plus barbare que les barbares eux-mêmes, dans des romans publiés en désordre pour rappeler la façon dont un aventurier raconterait ses aventures dans une taverne, avant finalement de passer à la discussion autour de différentes adaptations, de différentes inspirations proches ou lointaines qui ont succédé à l'œuvre originale Conan, modifiant souvent durablement le personnage lui-même, de lettré aventureux à gros barbare à muscles pleins et à tête vide. La vidéo revient sur l'œuvre culte de Milius, évidemment, mention spéciale toujours à la fabuleuse bande originale de Basil Paul Doris. Elle revient également sur le film Red Sonja, sur les 2 dessins animés des années 90, sur d'autres productions en prise de vue réelle, parmi lesquelles l'affreux reboot éclaté au sol avec Jason Momoa. J'en ai encore des frissons de Dothraki avant de s'intéresser aux jeux vidéo et aux jeux de rôle qui sont probablement aujourd'hui les adaptations les plus fidèles de l'œuvre d'Howard. Une vidéo riche, bien produite, facile à suivre, c'est top. La chute embarrassante de Conan le Barbare, c'est chez Exitium Film que ça se passe. Je vous raconte tout ça avant de parler du film parce que Barbie est le résultat flagrant d'une publicité géante cachée sous un texte féministe et progressiste mais qui ne va jamais concrètement l'analyser et en faire quelque chose d'intéressant. Et je suis honnêtement sidéré par l'enthousiasme quasi unanime quant à la prétendue subversion du film, alors que le long métrage est tout ce qu'il y a de plus lisse dans la manière de dénoncer le rapport de force systémique. Et nul doute que certains youtubeurs... Puisque je vous ai parlé en amont du phénomène Barbenheimer, je vous propose de jeter un œil cette semaine à la dernière vidéo de Game Focus, une des meilleures chaînes du YouTube cinéma, qui revient cette fois sur Barbie le film, mais plutôt sur l'engagement autour du film Barbie. Et le vidéaste évoque ses doutes et sa sidération que je partage tout à fait face à un enthousiasme très peu mesuré quant à la soi-disant subversion du film, et il s'attelle à entreprendre le chemin de l'épineuse ligne de crête du féminisme washing, procédé par lequel des marques se repeignent en couleur du féminisme sans pour autant questionner leurs engagements réels, ou en faisant ce que fait Barbie le film, selon Game Focus, suffisamment fermer le cadre pour éviter que quoi que ce soit d'un peu subversif dépasse, je vais y arriver. En témoigne la critique de Muriel Joudet présentée dans la vidéo, dont je ne résiste pas à vous citer un extrait. Sous la direction kitsch, Barbie a des allures de premier bilan de Hollywood post-Covid, résumant plusieurs tendances jusqu'ici éparpillées, l'auteurisme définitivement dévoré par l'hégémonie des franchises, l'ironie permanente et la post-modernité comme impasse narrative, la familiarité rassurante comme refuge d'une industrie en pleine crise morale. Enfin, c'est sans doute là le plus pénible, la défense d'un féminisme néolibéral et infantilisant devenant la façade respectable d'un capitalisme décomplexé. Une critique aussi bien écrite que la vidéo de Game Focus que je vous invite à découvrir sur YouTube. Qui en sont faites. En 1788, le bakemono Chakutocho, qui est un kazorochi représentant des yokai, stipule en préface « On peut dire que les prétendus yokai dans notre société sont une représentation de nos sentiments relevant de la peur ». L'air de rien, cette phrase remet en question l'existence réelle de yokai. D'ailleurs à cette époque, très peu de citadins y croient, mais dans les campagnes, la foi en leur existence restait encore très forte. Les publications... Les gens, pour terminer cette salve de recommandations, je vous propose de tranquillement finir sur la dernière vidéo de la chaîne Occulture, pas tout à fait inconnue au bataillon, puisqu'elle compte, comme je le disais, des centaines de milliers d'abonnés, mais cette semaine, Occulture revient dans son épisode 68 sur les yokai, ces créatures surnaturelles issues du folklore japonais, souvent représentées comme des esprits malfaisants ou simplement malicieux qui causent des ennuis quotidiens ou inhabituels aux humains, du terrible Kappa avec sa forme de tortue issue d'un slasher américain des années 80 et le Tengu avec des ailes dont mon rêve secret est d'en faire un grand tatouage sur le bras, et c'est même pas une blague. Il existe autant de variétés de yokai que de youtubeurs japon problématiques, et Occulture revient sur ces catégories de monstres, sur leur histoire et sur leur déclinaison dans certaines œuvres en animé, en film et en manga. C'est top, l'ambiance est mortelle. Les yokai Occulture épisode 68, c'est sur YouTube que ça se passe. Fin des recommandations de la semaine, vous pouvez toujours m'envoyer les vôtres sur mes réseaux sociaux, mais pas sur X1 qui est en train de décéder. Et c'est aussi la fin de ce Soft Power. Je vous retrouve évidemment comme toujours la semaine prochaine pour un nouveau numéro, la 24e cette fois-ci. Faudrait que je réfléchisse à ce qu'on fera pour la 50e. Ce sera vendredi prochain de 10h à midi sur Twitch comme d'habitude. Si vous avez manqué des news ou que vous voulez les réécouter, vous pouvez bien sûr retrouver l'émission d'aujourd'hui et les précédentes en format podcast sur Spotify, sur Google
Google Podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, mais aussi en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD que j'envisage de renommer Salut les Hunters. Lien dans le chat et en description des podcasts. Mais enfin ça, vous avez bien évidemment l'habitude. Et si l'émission vous a plu les gens, je quémanderai comme d'habitude, votre soutien financier en vous invitant à faire un don sur ma page Patreon, dont le lien est lui aussi en description, ou en vous abonnant à la chaîne Twitch. Vous pouvez bien sûr follow la chaîne, venir en live le vendredi, mettre des pouces bleus, des évaluations positives partout où vous le pouvez. Poussez Soft Power pour devenir l'émission numéro 1 de l'Internet mondial et plus encore en faire un phénomène aussi puissant que le Barbenheimer. Allez, je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui ici pour ce nouveau numéro de Soft Power. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, vendredi 10h midi pour un nouvel épisode. Allez les gens, ciao les hunters!